Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je me porte à merveille et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui, on va parler business. Et oui, c'est un nouvel épisode de notre série Les bases du biz. Alors, pour rappel, dans ces épisodes, nous évoquons des termes, des thèmes, des concepts du monde des affaires, du monde de l'entrepreneuriat pour permettre au plus grand nombre d'avoir une meilleure connaissance de ces sujets-là. Donc, nous faisons de l'éducation entrepreneuriale dans les bases du biz. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue. Welcome on board, bienvenue à bord. Abonne-toi pour rejoindre la communauté. Ici, on parle d'entrepreneuriat et de business, comme tu l'auras compris, mais aussi de développement personnel, de mindset, de soft skills, d'éducation financière, bref, de tout ce qui permet à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Alors, quel est le concept qu'on aborde aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'un concept qui commence par la lettre E, puisqu'on avait commencé par A, B, C, D. Nous sommes donc aujourd'hui à la lettre E et on va parler de l'écosystème. E comme écosystème. Qu'est-ce que l'écosystème? C'est un concept extrêmement important pour les entrepreneurs de façon générale. L'écosystème, c'est l'environnement dans lequel une entreprise évolue. On peut le définir de façon simple comme ça. C'est donc l'environnement où l'entreprise a ses activités, où elle mène ses activités. Et c'est un environnement qui est fait de nombreux facteurs externes et internes. C'est l'ensemble de ces facteurs qui va donc créer un écosystème, un environnement favorable ou défavorable, si on veut prendre les deux extrêmes, avec évidemment une gradation au milieu pour l'entreprise. Je voudrais aujourd'hui parler de l'importance de ce concept. Ensuite, on va évidemment analyser un petit peu les choses en regardant comment est-ce qu'on peut évaluer l'intérêt d'un environnement, comment ça se fait, comment est-ce qu'on arrive à se dire cet environnement est propice, cet environnement n'est pas très intéressant pour mon entreprise, pour mon projet, ce qui peut être le cas sur un autre terrain, sur un autre environnement, sur un autre marché, d'accord? Et puis, pour finir, je vais vous citer quelques facteurs pêle-mêle, qui sont des facteurs justement qui définissent l'intérêt d'un écosystème. Voilà, l'écosystème le plus favorable pour les entreprises au monde, vous imaginez dans quel pays il se trouve, enfin, le plus favorable, je ne sais pas, mais un écosystème très favorable et très connu. On en parle brièvement tout à l'heure. Alors, quand on parle d'écosystème, il faut bien comprendre que c'est un terme qui correspond pas seulement au monde de l'entrepreneuriat, mais qui correspond à plusieurs autres domaines et qui va donc définir, encore une fois, un lieu, un espace dans lequel on est, dans lequel on évolue. Vous-même, en tant que personne, vous avez votre écosystème. Vous avez votre famille, vous avez vos amis, vous avez vos collègues, vous avez votre partenaire qui partage donc votre vie. Vous avez un certain nombre d'éléments qui créent votre écosystème. Là où vous habitez, le quartier dans lequel vous habitez également. Donc, ce sont des personnes, ce sont des lieux, ce sont des règles, des lois. C'est un ensemble de choses. Et l'entrepreneur doit pouvoir identifier un écosystème favorable ou alors savoir se retirer lorsqu'il faut d'un écosystème parce qu'il faut identifier les opportunités et les menaces, n'est-ce pas? Lorsqu'on étudie un projet, on regarde quels sont les avantages qu'on peut avoir à l'implémenter sur tel ou tel marché et on étudie donc tous les paramètres possibles. Cela ne garantit pas un succès intégral au projet. Il n'y a pas de garantie à 100%. Même avec une batterie d'études, avec les plus gros cabinets du monde de conseil, vous pourriez vous tromper, ça arrive tout le temps, mais ça vous permet au moins d'avoir une bonne appréhension de la chose. Ce qui compte ici, ce qu'il faut retenir, c'est que les tendances du marché, vous devez les analyser, les tendances de ce marché-là. Donc, on revient encore une fois dans un concept que j'aborde souvent ici, qui est celui de l'étude de marché. Les gens se jettent aujourd'hui dans le vide comme ça sans étudier un marché. C'est extrêmement grave. On ne peut pas ne pas prendre en compte un certain nombre de paramètres pour se lancer. Ce n'est pas possible. L'entrepreneuriat aujourd'hui est une nécessité. En Afrique, c'est une nécessité parce que la plupart des gens, par passion, par défaut, comme j'aime le dire, que ce soit l'un soit l'autre, ils vont se retrouver à devoir entreprendre à cause du chômage, à cause de l'optimisation que font les entreprises privées déjà en place, qui ne peuvent pas recueillir tout le monde. Les États n'embauchent plus, en tout cas beaucoup moins qu'avant. La démographie est galopante, donc les gens vont devoir entreprendre. Et il faut pour ça qu'ils apprennent à entreprendre. D'où l'ouvrage que j'ai écrit, Apprendre à entreprendre. Si ça vous intéresse, il y a un lien dans la description. C'est vraiment un ouvrage d'initiation à l'entrepreneuriat. Bref, ce qui compte, c'est de pouvoir analyser l'écosystème et de connaître les concurrents, les partenaires éventuels, la législation, les avantages fiscaux.
ou alors les contraintes fiscales. Tout ça, ça rentre en ligne de compte lorsque vous menez une étude de marché. Et c'est tout ça qui vous permet de dire, oui, cet écosystème, il est propice à mon projet, ou alors non, il n'est pas propice au projet. Parce qu'un projet en soi n'est pas forcément mauvais. Un projet, c'est une idée. Ce qui va faire le projet, ce n'est pas l'idée, c'est l'implémentation, c'est la capacité d'exécution. Donc, il y a l'entrepreneur lui-même qui a un rôle important dans sa vision, dans sa stratégie et tout ça, mais il y a également l'environnement. C'est pour ça que le succès d'une entreprise ne dépend pas que de l'entrepreneur et ou de son équipe, enfin, et, pas et ou, parce que ça compte qu'il soit dedans. Ça ne dépend pas que de l'entrepreneur et de son équipe, ça dépend aussi et très largement de l'écosystème. Mais on n'écrimine pas un écosystème, c'est à vous de faire le bon choix. Pour ce faire, il y a ce qu'on appelle l'analyse Pestel. L'analyse Pestel, c'est une analyse qui vous permet de pouvoir sonder un peu différents facteurs. Le P, c'est pour politique. Le E, c'est pour les facteurs économiques. Le S, les facteurs sociaux. Le T, les facteurs technologiques. Le E, les facteurs environnementaux. Et enfin, tout ce qui est de l'ordre du législatif au niveau du L. Donc, c'est ça qui forme le PESTEL. Et c'est donc une analyse qui est très utilisée dans les études de marché, en marketing de façon générale, pour pouvoir justement attribuer, si je peux l'exprimer ainsi, une note à un environnement, à un écosystème. Et on essaie de regarder ce qui est positif, ce qui est négatif, ce qui peut devenir un problème, ce qui peut être une opportunité sur chaque marché, en segmentant comme ça P, E, S, T, E, L. Donc, je reprends P pour les facteurs politiques, E pour les facteurs économiques, S pour les facteurs sociologiques, il y a aussi socioculturels, hein, et le T pour les facteurs technologiques, le E qui revient pour les facteurs environnementaux à ce moment, et on finit avec le L pour les facteurs donc législatifs, tout ce qui concerne la législation dans le pays. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur l'écosystème et la façon dont on devrait l'analyser. Il ne faut pas oublier au-delà de ces 3 lettres, PES, TEL, qu'il y a également tout ce qui concerne la concurrence. Okay, donc là, vous pouvez peut-être faire en SWOT ou faire d'autres types d'analyses, mais il faut évaluer aussi la concurrence, ça fait partie de l'écosystème. Quel type de concurrence il y a? Quels sont les clients également qu'il y a sur le marché? Quelle est leur façon de raisonner? Quelle est leur psychologie? La psychologie des consommateurs sur ce marché-là, dans cet écosystème? Quel est leur pouvoir d'achat? Quelles sont leurs attentes? Quelles sont les tendances? Quels sont les partenaires que vous pouvez avoir sur ce marché? Que ce soit des prestataires de services, d'accord, ou des fournisseurs de produits. Tout ça, c'est important. Vous devez pouvoir faire un tout, analyser cela et délivrer ensuite une note, si je peux l'exprimer encore une fois ainsi, à l'écosystème. Alors, nous réalisons, nous, des études de marché pour des projets d'une certaine taille. Si vous avez des projets sérieux sur le continent africain, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'études de marché, si vous avez besoin d'éclairage pour vous permettre d'analyser au mieux un environnement, de comprendre un écosystème et de pouvoir prendre des décisions stratégiques par la suite. Je voudrais finir en abordant quelques exemples pour que ce soit plus clair pour certaines personnes qui ne sont pas familières de ce type de concept. Alors, quand on parle des différents facteurs là, évoqués, j'ai parlé de la concurrence. Il faut identifier les concurrents, mais essayer de percevoir aussi l'intensité concurrentielle. Quel type de client, quelle est la typologie des concurrents que vous avez là? Est-ce que ce sont des multinationales, par exemple? Si vous avez des multinationales comme concurrents, ça peut être un peu délicat pour vous parce que c'est des gens qui ont de gros moyens, etc. Il va falloir trouver la faille ou la niche pour pouvoir vous positionner. Donc, c'est un exemple de choses à prendre en compte. Les fournisseurs. Supposez, par exemple, qu'il n'y ait pas de fournisseur qui ait une capacité de production importante sur le marché où vous voulez déployer vos activités, qui ne peut pas, par exemple, vous fournir suffisamment de papier craft. Vous voulez faire des emballages en craft, vous avez des machines, mais il vous faut la matière première, le craft en tout cas, pour le transformer. Il n'y a pas assez de producteurs, vous êtes obligé d'importer, ça devient déjà compliqué parce que ça fait des surcoûts. Mais c'est ça, un des problèmes des pays africains, c'est qu'on produit très peu et forcément on importe beaucoup de choses, donc les produits en eux-mêmes sont élevés en coût de vente finale et ça impacte sur les résultats parce que les consommateurs n'arrivent pas à se les procurer, etc., etc. Donc voilà un autre exemple. On a parlé des clients déjà, hein, il faut voir leur pouvoir d'achat, leurs attentes, etc. Les réglementations en cours dans le pays et c'est l'avenir. C'est ça aussi une étude de marché, c'est anticiper, faire du lobbying. Quels sont les projets de loi à l'étude? Quels sont les projets de loi qui ne sont pas à l'étude, mais qui sont dans les couloirs discutés
Ou alors, quelles sont les mesures qui pourraient être prises en fonction de l'analyse que vous pouvez faire de l'évolution de la politique d'un pays. Tout ça, ce sont des choses à prendre en compte, d'accord, pour pouvoir réaliser une analyse PESTEL et de façon plus large, hein, une analyse de l'écosystème dans lequel vous voulez évoluer. Les conditions géopolitiques aussi, par exemple, parce que si vous voulez lancer un business en Ukraine, si vous vouliez, par exemple, il y a un an, lancer un business en Ukraine, peut-être que vous auriez eu certaines informations ou observé déjà certaines tendances avant le début du conflit, et ça vous aurait permis de ne pas aller mettre vos billes là. Si vous n'avez pas les informations qu'il faut, que vous ouvrez une boîte, vous commencez à fonctionner et que 2 mois après, il y a une guerre civile, ou qu'il y a des problèmes géopolitiques d'ordre différent qui vous obligent à fermer, vous perdez énormément d'argent. C'est ça, les contraintes géopolitiques. Les contraintes météorologiques aussi, il faut les prendre en compte. Vous n'allez pas développer, par exemple, une activité ou mettre une usine ou une unité de production sur des terres qui sont souvent secouées. D'accord? Parce que, après, c'est pas viable pour vous. Donc, si c'est un endroit où il y a des tremblements de terre tout le temps, vous le savez, ça c'est évident. Mais dans le cas où c'est une zone où il n'y a pas eu de tremblement de terre peut-être depuis 30, 40, 50 ans, vous devez également faire ces recherches. Est-ce qu'il y a déjà de l'antériorité? Si oui, peut-être que c'est risqué. Et vous allez analyser tout ça, parler avec des sismologues, et voilà. Donc, il faut pouvoir anticiper un petit peu sur tout ça. D'accord? Il faut pouvoir anticiper sur tout ça, faire de vraies recherches et pouvoir, en fin de compte, se décider. Est-ce qu'il y a une main-d'œuvre qualifiée? Est-ce que la fiscalité est intéressante? Ça, c'est important, parce que si vous avez une fiscalité trop pesante, ce n'est pas intéressant. Vous allez travailler pour payer l'État, en fin de compte. Donc, voilà un petit peu quelques éléments qui interagissent pour créer un écosystème favorable ou défavorable. Il y a plein d'autres facteurs. C'était pour vous donner un aperçu. Et j'évoquais en début de vidéo un environnement que nous connaissons tous, qui est réputé être le cœur de l'innovation mondiale aujourd'hui et depuis plusieurs décennies. C'est la Silicon Valley, n'est-ce pas? La Silicon Valley, où la plupart des grosses boîtes de tech sont installées, surtout dans le domaine de la tech. Mais qu'est-ce qui fait de la Silicon Valley un écosystème favorable pour ce type de projet? Il y a plusieurs paramètres. Il faut savoir qu'il y a des centres de recherche et des universités qui développent des pôles dans la Silicon Valley. Ce qui permet déjà, en termes d'innovation, de recherche et développement, d'avoir vraiment le nec plus ultra, comme on dit, le top du top. Okay? Vous avez également une concentration d'investisseurs et de business angels terrible, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. C'est pour ça qu'en 2 temps, 3 mouvements, les gens parviennent à lever du financement à la Silicon Valley quand ils ont des projets intéressants, ou parfois pas très intéressants. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'argent là et les gens sont prêts à investir. Ça, c'est très important dans un écosystème. La capacité à pouvoir lever des fonds, parce qu'il y a des boîtes qui font du capital risque. Il y a de vrais capital risqueurs qui sont là et qui jouent le jeu. Donc, tous ces facteurs auxquels il faut rajouter une main-d'œuvre qualifiée et une culture entrepreneuriale très forte, ça joue. Parce que la culture entrepreneuriale forte, ça permet aux entrepreneurs de se retrouver, d'échanger, de pouvoir partager des expériences, de l'information, etc. Donc, ce sont des centres d'émulation et on a par opposition, évidemment, des écosystèmes où c'est plus compliqué. Quand vous avez trop de pesanteur administrative, quand vous avez une fiscalité lourde et écrasante, quand vous avez ceci ou cela, c'est pas intéressant. La bonne nouvelle, c'est que dans les pays africains, de plus en plus, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a au Sénégal, par exemple, le Startup Act, qui permet aux entreprises qui obtiennent le label de start-up de bénéficier de certains avantages. Il y a dans d'autres pays comme le Bénin des régimes spéciaux, et je crois que c'est dans tous les pays, lorsque vous faites des investissements à une certaine hauteur et que vous allez par exemple vous installer dans une zone industrielle où la GDIZ au Bénin, la GLOJB, la zone industrielle de GLOJB, à ce moment-là, vous pouvez avoir des avantages aussi. Donc, c'est à vous de chercher et de vous faire aider par des spécialistes, si vous ne savez pas comment faire, pour chercher les véritables avantages et les facteurs clés qu'il y a sur un marché, afin de définir si c'est un écosystème propice pour votre projet. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à partager autour de vous pour que la connaissance se répande. Abonnez-vous, mettez-nous un like, ça nous fait plaisir, ça nous encourage. Et abonnez-vous, activez la cloche de notification. Plus la communauté sera
big, grande, plus nous aurons d'impact sur le continent. Je laisse dans la description un certain nombre de liens pour ceux qui ont besoin d'une séance de coaching ou de consulting, que ce soit sur du business ou sur des problématiques de développement personnel, et également des liens pour découvrir ma musique de développement personnel aussi, mes ouvrages, développement personnel et entrepreneuriat, et plein d'autres choses, comme notre plateforme de e-learning academyrock.com, sur laquelle vous pouvez vous former depuis votre téléphone portable ou votre ordinateur à des prix très abordables. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mental, de votre esprit. Rêvons, osons, créons, soyons rock.